Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Accusé d'alimenter le conflit meurtrier et d'augmenter la crise humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa et le chef du M23 sont soumis à des sanctions, une décision prise par les États-Unis d'Amérique. L'intérêt général est moi. Quel sens les Congolais accordent-ils à la notion d'intérêt général? Et le thème exploité ce vendredi 25 juillet 2024 au cours du panel Masolo Chacha dans la salle de conférence Mafraland du collège Boboto. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, exercice 2024-2025. En sa qualité de magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a désigné Judith Suminwa, première ministre congolaise, pour le représenter à la cérémonie solennelle qui a eu lieu le 25 juillet dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à Kinshasa, presse présidentielle. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des comptes sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après celle de l'année passée. Une cérémonie solennelle organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État. Un exercice constitutionnel pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près la Cour des comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur le chemin de la lutte contre la corruption, en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le magistrat suprême contre ce fléau qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution, laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où ce plaidoyer à l'endroit du législateur pour que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat afin de bien mener son combat. Parce que nous sommes partenaires, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Donc nous allons voir avec comment cheminer ensemble par rapport aux différents dossiers qu'ils vont soit nous apporter, parce qu'ils ont l'obligation de nous apporter les rapports. Et de ces rapports-là, nous devons les exploiter et voir dans quelle mesure trouver des solutions ensemble. Mais nous allons faire de notre mieux parce que nous avons besoin de leurs compétences. Parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que députés ou Assemblée nationale, arrêter les gens. C'est eux qui ont cette latitude-là de suivre un peu ce qui se passe et d'amener les gens devant les juridictions compétentes. Donc on doit leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend de la Cour des comptes. Autre temps fort de cette séance, c'est la remise du rapport annuel de cette Cour exercice 2022-2023 au président de la République par l'entremise de sa représentante, Madame la Première ministre.
Plusieurs autorités et personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Une photo de famille a sanctionné la fin de l'événement. Et ce même jeudi 25 juillet 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation officielle de la Pologne conduite par son secrétaire d'État. Les relations bilatérales et la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC étaient au menu de leurs échanges présidentiels. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais Andrzej Zejna à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Zejna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, et que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et un esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce à mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinions sur tout sujet d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République. Nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement toute atteinte à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante et doit être éradiquée pour éviter le conflit ne s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question et celle de la redynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Andrzej Duda et congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. Je vous l'ai dit au sommaire que dans un communiqué de presse publié le jeudi 25 juillet 2024 et dont une copie nous est parvenue, les États-Unis d'Amérique via le Bureau du contrôle des actifs étrangers OFAC du département du Trésor a imposé des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo des Corneilles Nangaa et ses complices. Roger Matadi. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'imposer des sanctions à une coalition des groupes rebelles qu'ils accusent de chercher à renverser les gouvernements de la République démocratique du Congo et d'alimenter les conflits dans l'est du pays, selon les communiqués. Le même communiqué déclare que ces sanctions visent l'Alliance du fleuve Congo, dirigée par Corneilles Nangaa, dans les départements du Trésor américain, qu'il s'agissait d'une coalition politico-militaire lancée en décembre 2023. Il a précisé que le principal membre de l'Alliance était le mouvement du M23, qui fait déjà l'objet des sanctions américaines. L'action d'aujourd'hui renforce notre engagement à demander des comptes à ceux qui cherchent à perpétuer l'instabilité, la violence et les attentes aux civils pour atteindre leurs objectifs politiques, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans ses communiqués. Ces sanctions sont soutenues par l'Union européenne qui accuse également l'Alliance Fleuve Congo de soutenir activement les M23, un groupe armé impliqué dans des actes de violence persistants dans la région.
Les conseils de l'Union européenne a précisé que ces soutiens contribuent directement à la prolongation du conflit et à l'instabilité dans la partie est du pays. Autre chose, la délégation de l'intersyndicale de l'Office national des transports ONATRA a été reçue par le ministre des Finances Doudou Fouamba. Plusieurs points ont été abordés, notamment le paiement des 4 mois d'arriérés de salaire pour les agents de cette entreprise publique. Jeannette Fika. La République démocratique du Congo vers la modernisation des infrastructures. C'est à cette occasion que le ministre de Finances, Doudou Fouamba, a eu une séance de travail avec une délégation de l'intersyndicale de l'Office national des transports ONATRA. C'est une séance de travail axée sur la relance des activités portuaires et des chemins de fer en République démocratique du Congo, a déclaré Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, aussi bien les gouvernements de la République, parce que si cette réunion a eu lieu avec son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, c'est si les institutions du Président de la République et si les volets sociaux. Le Président de la République avait décidé de donner aux travailleurs de l'ONATRA 4 payes. Le ministre de Finances a à son tour confirmé à l'intersyndicale de l'ONATRA l'exécution de l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de la modernisation et du renforcement de la performance de l'Office national de transport. À l'issue du dernier conseil des ministres que nous avons tenu à la Cité de l'Union africaine, que l'autorité suprême a instruit le gouvernement de devoir apporter une subvention à cette société pour faire face à des besoins en termes de financement, de rémunération et autres charges que cette entité a. Ça, c'est pour les courts termes, mais pour les longs termes et les structurels, l'autorité suprême a insisté que les partenariats qui avaient été signés à son temps entre l'ONATRA et une société étrangère représentée par une filiale ici, MCNTC, que ces contrats-là puissent être mis en œuvre et que les droits des travailleurs de l'ONATRA soient sauvegardés, qu'aucun emploi ne soit perdu. L'autre point qui a été abordé au cours de leur échange, c'est aussi le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire pour les agents et cadres de cette entreprise de l'État. Et dans un autre communiqué publié récemment, le ministre de la Justice avait pris une circulaire qui énonçait plusieurs mesures concernant les églises et les ONG, à savoir tout représentant légal d'une église doit se faire identifier afin d'obtenir un permis de culte. À ce sujet, la rédaction de BC Télévision est entrée en contact avec le juriste et chercheur en droit Jonathan Gbele qui qualifie cette décision d'illégale. On l'écoute. Comme chercheurs, nous avons eu référence à la loi. Voilà pourquoi nous nous sommes donné l'obligation de consulter la loi numéro 79/002 du 3 janvier 1979, modifiant et complétant la loi numéro 71/012 du 31 décembre 1971, réglementant l'exercice des cultes dans notre pays. Madame, après analyse de toutes les dispositions que comporte cette loi, nous avons nullement vu une seule disposition qui consacre la permissibilité de l'octroi de permis de culte par les ministères de la Justice ou même par des services y rattachés. Ce qui nous conduit donc à dire que la décision prise par Monsieur le ministre par les canaux d'un communiqué est simplement une décision illégale. Parce qu'il faut déjà dire qu'un ministre n'agit pas par communiqué, il agit par arrêté. Et lorsqu'il s'agit d'un communiqué, c'est simplement pour réglementer l'organisation interne. Là, nous voyons son cabinet ou même l'administration qui lui est rattachée. Donc, c'est inimaginable qu'à ce niveau de responsabilité, que l'on décide de prendre des décisions illégales et les rendre publiques par les canaux d'un communiqué. Sur l'initiative d'un consortium composé des ateliers de la République, le dialogue intergénérationnel, les jeunes engagés pour le développement et initiative Construire ensemble. Il s'est tenu ce vendredi 26 juillet 2024 dans la salle de conférence du collège Boboto, un panel dénommé Masolo Tchacha, dont les échanges ont tourné autour du thème « Intérêt général et moi ». Quel sens les Congolais accordent-ils à la notion d'intérêt général? Isaac Bopima et Généreuse Essengo étaient présents pour le compte de
RDBC Télévision. Ouvert par les mots de bienvenue des représentants du dialogue intergénérationnel de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et de celui du think tank des ateliers de la République, les ateliers du panel Masolo Chacha qui se sont tenus ce vendredi dans la salle Mafraland située dans la commune de La Gombe ont connu 4 sessions d'ateliers, hormis un sketch sur l'illustration du sens à accorder à la notion de l'intérêt général par les jeunes, ainsi que les expositions au tableau de l'artiste Cédar Amouri. Le ministre honoraire Jean-Claude Kibala, qui a marqué de sa présence dans la session des ateliers d'intelligence sur l'ordre et régulation, estime que les responsables politiques congolais ne prêchent pas suffisamment d'exemples en ce qui concerne l'intérêt général. De leur côté, les organisateurs ont circonscrit cet événement en ces termes. Notre but a été de réfléchir à la direction avec le public pour voir quel mouvement faire de l'économie un bien commun, faire de l'économie que cette économie puisse être au service de tous, mais également au service de l'intérêt général, de l'intérêt de l'homme. Notre initiative vise tout simplement à nous questionner sur l'essence que nous, le Congolais, que nous tous, citoyens et dirigeants, nous accordons à l'intérêt général. Parce qu'à chaque minute, chaque fois, chaque seconde, chaque heure, chaque information que nous recevons sur un détournement de fonds, un centime qui est parti, donc ça nous scandalise et ça nous questionne, ça nous met mal à l'aise. Soulignons par ailleurs que Masolo Chacha est un cadre de dialogue intergénérationnel et d'échange républicain, libre, constructif, transparent et périodique sur le sens à donner à la notion d'intérêt général dans un contexte actuel entre les citoyens. Et en dehors de nos frontières, il s'agit de l'une des plus graves catastrophes humanitaires au monde. Au Soudan, depuis plus d'1 an, le violent conflit entre l'armée et les forces rebelles ont causé le déplacement des millions de personnes. Plus de 60% de la population n'a pas accès aux soins de santé. Les discussions doivent se tenir le 14 août prochain à Genève. Regardez. C'est une crise oubliée, un conflit enlisé qui n'en finit pas de faire des victimes anonymes. Au Soudan, une grande partie de la population souffre de la faim. C'est le constat alarmant fait par le porte-parole des Nations Unies. La famine est proche. Près de 26 millions d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent cruellement de la faim. Parmi ces 26 millions, 750 000 sont au bord de la famine. L'augmentation des prix des denrées alimentaires, les difficultés d'accès, l'impact des conflits aggravent l'accès limité des populations à la nourriture. Ce pays aride du nord-est de l'Afrique est en proie à un conflit meurtrier entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, les FSR. Depuis avril 2023 et le début des violences, l'ONU dénombre 16 650 morts, selon un rapport mis à jour en juin. Près de 7 millions de personnes ont dû fuir leur foyer pour échapper aux violences, en se réfugiant au Tchad ou encore en Égypte voisine. Pour Amnesty International, le conflit est alimenté par l'arrivée d'armes en provenance de l'étranger. Dans un rapport publié ce jeudi, l'organisation appelle à étendre l'embargo qui existe au Darfour, la région la plus touchée par le conflit, à l'ensemble du Soudan afin de limiter cet afflux. Plusieurs accords de cessez-le-feu ont déjà échoué. La prochaine tentative aura lieu le 14 août. À l'initiative des États-Unis, des pourparlers se tiendront à Genève. Le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, a déjà annoncé son intention d'y participer sur X. Ce journal est terminé, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir.
Accusé d'alimenter les conflits meurtriers et d'augmenter la crise humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa et le chef du M23 sont soumis à des sanctions, une décision prise par les États-Unis d'Amérique. Et enfin, l'intérêt général et moi, quel sens les Congolais accordent-ils à la notion d'intérêt général est le thème exploité ce vendredi 25 juillet 2024 au cours du panel Masolo Chacha dans la salle de conférence Mafroland du collège Boboto. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. À vous, merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en passant un très bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.